Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Bon, pour tout vous dire, ça fait assez longtemps que je ne sais plus trop quoi faire sur cette chaîne, ce qui explique un peu pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis 6 mois ou un truc comme ça. Mais vous inquiétez pas, hein, j'ai quand même essayé de faire des trucs, comme par exemple un Underground Movies sur un film qui ressemble à ça. Et bon, au final, je me suis quand même dit que c'était beaucoup mieux de revenir à des trucs simples et faciles pour ce grand retour, au lieu de faire des critiques de 40 minutes de films de merde, ou des critiques de films qui se résument à des viols et des meurtres, des viols et des meurtres et des viols. Donc voilà, le fait est que depuis le début de l'année, j'écris sur mon portable dont je cache subtilement la marque. Regardez d'ailleurs cette coque, seulement à 14,99€ sur le marché. Enfin bref, j'ai pris l'habitude d'écrire des petites critiques au froid après chaque film que j'ai vu cette année. Et vu qu'à cette heure, j'ai vu 75 films cette année, je me suis dit qu'il était temps d'entamer cette petite série de vidéos où je vous conseille mes coups de cœur, où je vous parle des films vus au cinéma et même de ces petites curiosités cinématographiques que je vais voir parfois. Bref, je vous parle de ma vie, je lis mes critiques et j'improvise un peu après parce que des fois j'écris vraiment de la merde. Donc en gros c'est exactement comme film en vrac mais sans trucs de merde qui servent à rien. Comme moi par exemple. Ouais, en gros c'est un peu ça. Mais c'est parti. Alors je vous préviens juste, les avis sont très courts au début mais ce n'est que le début malheureusement. Alors on commence avec Janvier, entre parenthèses comme fessé. Alors pour commencer, Dark City de Alex Proyas, sorti en 1998. Mauvais effets spéciaux, mais très intéressante mise en scène et mise en perspective de concepts de SF ultra ingénieux. D'ailleurs, je connais 3 personnes qui aiment beaucoup ce film. Les frères Wachowski, qui étaient encore frères à l'époque, qui se sont inspirés du film un peu. Mais aussi Darren Aronofsky, qui a rendu hommage au film dans Requiem for a Dream. Il a quasiment fait le même plan en fait. Et avec la même actrice. Parce qu'elle est bonne. J'ai envie de la baiser. Laurence Anyways de Xavier Dolan avec 4 smileys en cœur, ce qui est très bien. Grosse claque, bande son incroyable, réalisation bluffante, acteur talentueux, émotion de cinéma bouleversante. Et oui, c'est très beau. Mais bon, je vous conseille quand même ce film, et je vous conseille aussi de regarder un petit documentaire sur Xavier Dolan, que j'ai vu sur YouTube. C'est assez intéressant en fait. 500 jours ensemble de Mark Webb, le fameux réalisateur des nouveaux Spider-Man, que tout le monde aime évidemment. Super comédie romantique, drôle, pétillante, intelligente et très révélatrice sur les relations amoureuses modernes. Alors détrompez-vous, je suis vraiment pas un fan de comédie romantique, comme vous le verrez vu le choix de film plus tard. Et je trouvais que cette tentative de Mark Webb était super intéressante parce qu'il y a plein d'idées, on sent qu'il aime le cinéma le mec, et voilà, c'est trop cool. C'est trop bien, c'est trop bien. Starship Troopers, déjà c'est plus vraiment une comédie romantique ça. De Paul Verhoeven, sorti en 1998 il me semble. Quelques réserves, mais très bon divertissement satirique, anti-patriotique, gore évidemment, et explosif. Alors c'est pas mon préféré de Paul Verhoeven, c'est surtout parce que j'aime la plupart de ses films, genre Total Recall, Robocop, et même All Man qui est pas très apprécié mais que je trouve très bien. Mais voilà, c'était quand même cool, j'imagine. Vous voyez, je dis vraiment de la merde quand j'improvise en fait. Apocalypto de Mel Gibson, l'antisémite, sorti en 2006. Plutôt bouleversant, renversant, ultra nerveux avec une dernière heure super bien faite et une mise en scène époustouflante. Pas grand chose à rajouter là-dessus. Et si vous avez pas aimé La Passion du Christ, c'est vraiment beaucoup mieux ce truc. Compliance de je ne sais qui, c'est un réalisateur inconnu, je m'en fous, il est sorti en 2012, il n'a plus sorti de film après, il s'appelle, je sais pas, il s'appelle pas. On a du mal à croire que ce film soit plutôt fidèlement tiré d'une histoire vraie tant le script multiplie les personnages cons comme des balais qui font des horreurs juste parce qu'un mec leur demande au téléphone. À part ça, le film a une réalisation trop classique, mais une très belle photo et une ambiance très dérangeante qui retranscrit bien le niveau de la connerie humaine. Au cinéma, Nymphomaniac volume 1 de Lars von Trier, sorti en 2014 évidemment. En même temps dur et léger, éprouvant et émouvant, graphique et tendre, mais assez particulier quand même, donc je sais pas si je dois vous conseiller le film. Et en plus vu que le volume 2 il a interdit au moins 18 ans, j'ai pas pu le voir. Voilà. L'expérience de ce cinéma était assez intéressante, entourée de vieux qui me regardaient en rigolant. Mais c'était mon premier film de Lars von Trier et je pense que j'aime bien le réalisateur. What I wanted to say was that if you have wings, why not fly? Evil Dead 2 de Sam Raimi. Le premier était loin d'atteindre sa réputation de film d'horreur mythique, mais celui-là est plutôt agréable dans l'autodérision et le grand guignol. Pas mal de scènes cultes et assez drôles pour qu'on contre son gré. Hâte de voir le troisième. Groovy. Alors on passe à un film sur le porno évidemment parce que c'est la subtilité ici. Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Une maîtrise très impressionnante pour un sujet assez osé, c'est-à-dire l'industrie du porno dans les années 70-80. Et au final un film tendre, drôle, qui peut s'avérer tout autant dramatique et sanglant. Super photo, super acteur, super beat de Mark Wahlberg. Cette
C'est vrai, il a vraiment de grosses bites. Super réalisation, bref, un petit chef-d'œuvre de 2h35 qu'on ne sent pas passer. Voilà, il n'y a pas grand chose à approfondir sur le film, c'est juste un très bon film que je vous conseille. Même si le sujet ne vous titille pas les couilles. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi de Peter Jackson, qui d'autre, sorti en 2003. Alors c'est mon deuxième visionnage du film, mais que j'avais vu il y a très longtemps. La plus grande trilogie de tous les temps se termine sur un incroyable torrent de fureur ultra épique rempli de moments de bravoure autant au niveau de l'action incroyable que de la mise en scène. L'épilogue est interminable malheureusement, mais voilà bien 3h20 bonnes de bout en bout et qui finissent en beauté une série qui a su s'affirmer comme la meilleure chose qui puisse arriver qui puisse arriver à la dark fantasy au cinéma et qui sait emporter le spectateur dans une histoire sombre au relent de tragédie humaine. Et Gollum, j'adore Gollum, donc voilà, j'adore ce film. Alors maintenant on passe à un coup de cœur, parce que j'aime beaucoup Terry Gilliam, surtout pour Brasil et plein de trucs comme ça, plein de trucs cool, sur lesquels je me masturbe tous les jours. L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, sorti en 1996, je sais plus. Le réalisateur ex-Monty Python, toujours aussi déjanté, accouche ici, une décennie après Brasil, de son deuxième grand chef-d'œuvre, qui tout en respectant l'univers déjanté du mec, arrive surtout à une grâce, une émotion et des personnages bouleversants. Tout cela rythmé par un scénario tellement bien écrit et dynamique qu'il est impossible d'en décrocher avant le dernier mot, dans une fin particulièrement nihiliste et sombre, mais dont toute l'envergure tragique vaut déjà à elle seule le visionnage. Putain, c'est chiant vraiment, c'est une phrase de merde. Dont toute l'envergure tragique vaut déjà à elle seule le visionnage du film. Ajoutez à cela un Bruce Willis incroyable, un Brad Pitt très drôle, en roue libre totale, et vous avez une énorme claque, parce que c'est en majuscule. Sympathy for Mr. Vengeance de Park Chan-wook, sorti en 2001. Attention, c'est une critique très longue. Premier volet de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, suivi par le somptueux Old Boy et l'étrange Lady Vengeance. Sympathy for Mr. Vengeance est un long métrage très particulier, parfois gonflé par un humour noir et glauque jouissif, et parfois par des scènes extrêmement dérangeantes ou violentes. Dans cette histoire rocambolesque, personne n'est victime ou bourreau et le tout est filmé avec une froideur glaçante, mais avec un génie de la mise en scène visible. Au final, si tout cela manque vraiment de poésie, et si la morale de l'histoire a de quoi se demander pourquoi, comme le cas à la fin du film, tout penche vers le bon. Le scénario est très bien ficelé et souvent drôle à suivre, parce que les enfants morts ça me fait assez rire personnellement. La violence stylisée fait déjà son effet, avec les fontaines de sang. Et la mise en scène tellement maîtrisée que cela donne vraiment envie de revoir Old Boy pour voir tout le talent de Wook dans toute son envergure, que ce soit dans la mise en scène, l'humour noir, le sang, les scénarios ou les relations sexuelles extravagantes. Parce que j'aime bien ça. Avant-première illégale, synonyme de streaming. Charlie Countryman, de réalisateur inconnu numéro 34 qui s'appelle Frédéric Bond, sorti en 2014. Charlie Countryman est un sacré ovni sorti d'un peu de nulle part si ce n'est du trou du cul de son réalisateur inconnu et mélange thriller, aventure, romance, drame, comédie, action et pourquoi pas un peu de fantastique sur la galette. Bon, c'est un gros bordel, le scénario policier est totalement à la ramasse, Matt Mikkelsen joue un gangster totalement absurde, c'est pas très maîtrisé, beaucoup trop de scènes vidéoclips, mais le film apporte assez de rafraîchissement et de personnalité pour tenir le spectateur dans son foutoir, qui voit notamment Ron de Harry Potter prendre trop de Viagra. Ouais. The Bay de Barry Levinson, sorti en 2013. Un docu-fiction horrifiant qui a ses défauts mais reste très efficace et extrêmement réaliste, c'est ça qui m'impressionne. Injustement vendu comme un film d'horreur façon Paranormal Activity, The Bay mérite d'être vu pour sa mise en place ingénieuse de faux documentaires, son baromètre du dégueulasse particulièrement élevé et quelques très bonnes scènes. Ah, c'est pas bait, hein. You're Next, sorti en 2013 encore, et réalisé par je ne sais qui, sûrement un gars très intéressant que j'aimerais baiser tous les soirs. Pas une bombe, mais une once d'originalité dans un film d'horreur ne fait pas de mal pour un genre si codifié. Le truc parce que est en effet soigné au niveau des personnages et de la réalisation et s'avère plutôt jouissif quand la fille apparemment sans défense se révèle comme étant un sévère obstacle pour des tueurs rapidement dépassés. Bon, c'est pas aussi original que ça se vantait, mais bon, c'est sympathique. Au cinéma, 12 Years a Slave de Steve McQueen, sorti en 2014 évidemment. Même si je loupais 10 minutes à cause d'un cinéma de merde qui ne met pas les bonnes heures de séance sur son site, voilà, c'était la partie on s'en fout de la critique. C'est un film éprouvant et plutôt bouleversant, qui représente l'esclavagisme comme il doit l'être, une insulte suprême envers le droit humain. Il mérite toutes ses nominations d'Oscar, et même ses Oscars en fait, parce
que j'avais écrit la critique avant les Oscars et donc je ne savais pas ce qu'il avait gagné. Et je pense que c'est très bien qu'il ait gagné meilleur film parce que... Evil Dead 3, l'armée des ténèbres, ou Army of Darkness, de Sam Raimi. Ce troisième Evil Dead réalise un étrange mix entre les démons et l'aventure médiévale, mix souvent bancal et pleinement ridicule. Mais si le tout manque vraiment de gore et de trucs plus fous, il reste agréable à suivre et drôle. Je sais pas trop ce que Sam Raimi a filmé en fait. C'est ça le problème, parce que j'aimerais tellement essayer, ça a l'air trop bien. Invictus de Clint Eastwood, sorti en 2008, et que j'ai vu en classe, mais ça tout le monde s'en fout. Le rugby m'en touche une sans bouger l'autre, mais bon, ça on s'en branle. Clint Eastwood ne s'intéresse pas vraiment au rugby, il s'intéresse surtout à l'humain. L'intérêt du film réside aussi dans l'interprétation impressionnante et remplie de bonté et de sagesse de Nelson Mandela, RIP par Morgan Freeman, qui en prend l'accent et la force de cœur, la force d'amour. Et ça, c'est beau. Après, quel rapport entre le rugby et Nelson Mandela, je sais plus trop, parce que ça a beau être un excellent film de Clint Eastwood, il n'est malheureusement pas des plus mémorables. Big up quand même. La montagne sacrée, le fameux film d'Alejandro Jodorowsky, sorti en 1973. C'est peut-être un des films les plus bizarres que j'ai vus. Mais entre ces multiples scènes de trash, ces tripes mystiques, ces délires scato entre les castrations et les excréments, se cache un grand film profondément métaphysique, profondément déroutant, déjanté, tannant et surtout profond tout court. Une étrange expérience. Je sais pas ce qu'ils ont filmé, mais ça aussi j'aimerais essayer. D'ailleurs c'est ce film dont l'extrait était tiré. Comme ça vous donne encore plus envie de le voir, hein. Vous voulez voir un film comme ça, hein. Mud sur les rives du Mississippi de Jeff Nichols, sorti en 2013. Mud brille par son cadre incroyable de ses acteurs poignants, dont un Ty Sheridan qui est assez jeune mais très impressionnant pour son âge, et un Matthew McConaughey, quel nom de merde, bouleversant. Son scénario hypnotisant mêlant romance, humour, poésie, fellation, non pas fellation, et quête initiatique, parce que oui, dans ce film on apprend que les femmes sont des putes, mais on leur pardonne, et sa force émotionnelle tout en douceur qui marque. Calme, tranquille, innocent comme un lac. C'est pas un lac! Calme, tranquille, innocent comme une rivière, mais si bouleversant. C'est pas vraiment une critique très géniale pour rendre hommage au film, mais c'est vraiment un film que je vous conseille. Allez, on passe à février comme bouquet, fleurs. Old Boy de Park Chan-wook, encore un coup de cœur, mais que j'ai déjà vu parce que c'est mon 4e visionnage du film. Et oui, même après un énième visionnage, toujours les mêmes claques, le même électrochoc, la même émotion devant une œuvre effarante de maîtrise et écrasante, que ce soit dans la mise en scène, les acteurs ou le scénario. On a beau voir et vivre les pires atrocités dans le film, et c'est vrai, on en ressort profondément bouleversé et ému. Ajoutez à cela une de mes musiques de film préférées et vous avez un des grands chefs-d'œuvre des années 2000. D'ailleurs j'ai essayé d'écouter la musique à l'envers. Ça sonne un peu moins bien en fait. Wow. Au cinéma, Yves Saint Laurent de réalisateur lambda, sorti en 2014. Je m'en branle de la mode, je m'en branle de Yves Saint Laurent et le film est imparfait. En mettant de côté ces trois faits, Yves Saint Laurent reste avant tout un très beau film sur une belle histoire d'amour charnel, plus que sur les robes, qui reste divertissant grâce à ses deux acteurs principaux majestueux, qui prouvent que la comédie française recèle de talents très impressionnants. Guillaume Gallienne et Pierre Ninet en symbiose avec leurs personnages. Alors j'ai vu ce film avec... non, tout le monde s'en fout. Attention, Paul Verhoeven, Robocop, de Paul Verhoeven. Ouais. Sorti en 1984. Putain, ta gueule. Robocop a beau avoir une fin ultra précipitée, comme la plupart des films d'action des années 80, comme Die Hard, voilà. Il confirme le génie de Paul Verhoeven qui livre là une de ses meilleures œuvres, arrivant à mêler films contestataires politiques et pur divertissement sanglant et jubilatoire. I'd buy that for $1. Le dernier pub avant la fin, non, The World's End de Edgar Wright, sorti en 2013. Comédie en même temps ultra barjot et tendre, génie du montage, hilarité sans aucune sobriété, Edgar Wright continue de nous prouver son génie du montage et livre une fin à la hauteur et bourrée de fun à sa trilogie Cornetto. Un des meilleurs films de 2013. No Pain, No Gain, ou Pain and Gain, ça n'a aucun sens, de Michael Bay, sorti en 2013, et c'est mon deuxième visionnage. Un revisionnage en VO était nécessaire pour pleinement profiter de la toute première pépite rare du réalisateur des peu estimables Transformers. Tout en gardant ses poncifs de mise en scène, ce qui rend le film un peu poussif par moments, Michael Bay livre en effet un des meilleurs films de 2013 et prouve enfin qu'il peut dire quelque chose avec sa caméra. Et avant d'être une vision incisive du rêve américain ainsi qu'une des histoires vraies les plus folles et pittoresques passées à l'écran,
No Pain No Gain est avant tout un long férocement drôle, relevé encore plus par des acteurs au top, comme Dwayne Johnson, qui est assez touchant, on peut dire, qui interprète les plus grands abrutis du monde dans un film qui pourtant ne possède pas une once d'imbécilité. C'est tellement dur à dire cette phrase. Dans un film qui pourtant ne possède pas une once d'imbécilité. Ah, mais pourquoi j'écris des phrases aussi chiantes? Qui interprète les plus grands abrutis dans un film qui pourtant ne possède pas une once d'imbécilité. Michael Bay n'est pas si bête. Non, je vais me pendre un jour. Lady Vengeance de Park Chan-wook, encore lui, sorti en 2005 ou 2004, je sais plus. Et c'est mon deuxième visionnage. Dernier volet de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, qui était composé, je vous rappelle, de Sympathy for Mr. Vengeance, de Old Boy et du Lady Vengeance. Lady Vengeance c'est le plus abstrait et donc le plus bizarre et what the fuck, mais aussi celui avec le plus d'audace de mise en scène, même si certaines sont un peu ridicules, volontairement j'imagine, et finissent par perdre le spectateur. Malgré cela, le film réserve quelques très beaux moments, comme le monologue de Geum-ja à sa fille, qui est une des scènes les plus émouvantes tournées par Park Chan-wook. C'est vraiment une scène que j'adore, mais voilà. Et un humour glaçant bienvenu dans une intrigue aussi noire, comprenant abus sexuels et meurtres d'enfants. Les Coréens sont décidément très rigolos. Je pense que je vais fréquenter beaucoup de Coréens à l'avenir. Comme ça, ils vont tuer mes enfants. Ça n'a aucun sens. Collatéral de Michael Mann, sorti en 2004. Michael Mann est un très grand. Bien sûr qu'il allait réussir son polar avec Tom Cruise. Le scénario est haletant, malgré la présence pas trop embêtante de ce que j'aime appeler les coïncidences qui tombent quand même super bien. L'humour noir fait mouche, les acteurs impressionnent, dont un Tom Cruise excellent en tueur à gages sans émotion, les dialogues très bien écrits, quelques scènes d'action superbes, comme de Climax qui est très simple mais renversant, et j'en passe. Mais Collatéral, c'est quand même avant tout un putain de film, parce que ça en a plus long. La malédiction de Chucky, d'un mec. Parce que quelqu'un a bien dû réaliser ce film. Sorti en 2013, en direct ou DVD d'ailleurs, parce que c'est vraiment de la merde. La première heure et la qualité plastique très bien foutue du film le sauve de la gentille médiocrité de la classe moyenne, mais bon, au fur et à mesure, à coups de lesbiennes improvisées, oui c'est vrai, et de scènes plutôt ridicules avec du gore très mal fait et assez gratuit quand même, le film finit par tomber dans l'écueil de la plupart des slashers, c'est-à-dire la connerie. Magnolia, et ce sera le dernier film de février, de Paul Thomas Anderson, sorti en 1997. Le seul défaut de Magnolia est qu'il est très difficile d'arriver à un sens général et à l'idée principale du réalisateur après ses plus de 3 heures de destin croisé débordante de virtuosité dramatique et cinématographique. Néanmoins, cela n'empêche pas que l'impressionnante maîtrise et l'ambition de cette fresque chorale emportent tout du long avec un paroxysme de réalisation, de mise en scène, de dosage, humour, drame, polar, fellation, pitié, à part la fellation, de scénario, aucun personnage n'est négligé et tous sont poignants, et aussi bien sûr de performances d'acteurs et d'actrices. Tom Cruise, le regretté Philip Seymour Hoffman que j'aime beaucoup, Julianne Moore aussi que j'aime beaucoup, tous sont là pour confirmer l'incroyable et bouleversante immensité du récit. Dur de choisir un préféré dans la filmo de PTA, parce que c'est les initiales de Paul Thomas Anderson, mais celui-ci, malgré sa frénésie qui déborde de toutes parts et son côté assez fabriqué quand même, est le plus marquant en tout point. Et puis il y a des grenouilles, donc j'adore parce que je baisse des grenouilles tous les jours. Ça nous fait 9 films vus en février. On va peut-être s'arrêter là, mais non, on va pas continuer. Hey! Au cinéma, The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, sorti en 2014 évidemment. Grand numéro d'absurde et nouveau film du déjanté réalisateur Wes Anderson à l'univers très original, The Grand Budapest Hotel est tout bonnement excellent, utilisant au mieux son casting incroyable, ses idées de mise en scène cocasses et surtout son ambiance spéciale, bon enfant et diablement originale. Le seul problème de cette réussite sera peut-être le manque d'émotion qui ressort de l'œuvre, mais on ne demande rien de plus. Rush Hour 2, parce que oui, je regarde aussi des films de merde, de Brett Ratner. Brett Ratner, j'aime bien Brett Ratner, dis donc, je trouve que c'est le meilleur réalisateur de tous les temps. Forget about the lighting, forget about, the actors. Bon, c'est le niveau 0,5 du cinéma. Après tout, qu'est-ce qu'on peut demander à Brett Ratner, hein. Mais des fois, c'est drôle. Quand le noir fait des bêtises, il a pas eu son autre nugget. The Usual Suspects de Bryan Singer, et c'est un deuxième visionnage après très longtemps. Revoir ce film après autant de temps est un véritable plaisir, car The Usual Suspects continue de briller par une mise en scène excellente et un scénario ultra bien ficelé, même si le film aurait eu quand même besoin de durer bien plus longtemps. Le seul défaut du long métrage sera donc au final de trop reposer sur son twist, qui, à trop être vanté, devient prévisible. Mais quand même, œuvre culte que tout fan de thriller comme moi ne peut qu'adorer et admirer, tel un jeune homme nu dont les poils de torse nous chatouillent le pénis.
Et des fois je deviens fou à la fin des critiques, je sais pas ce qui se passe. Au cinéma, et encore une fois, et là d'ailleurs je vais regarder 2 films à la suite parce que je suis un grand taré. La grande aventure Lego de George Miller, sorti en 2014, logiquement. Bon, c'est très joli, c'est assez drôle, c'est mignon, c'est divertissant, c'est agréable, c'est ultra bien fait, mais la grande aventure Lego n'a qu'un seul problème, c'est-à-dire qu'il perdra les enfants avec son avalanche de gags geeks. Dans ma salle, soit ils s'ennuyaient, bâillaient, parlaient, soit ils se branlaient, je sais pas ce qu'ils font les enfants. Et ne contentera pas non plus totalement les plus grands comme moi, parce que je suis grand, je suis très grand, qui resteront devant un esprit général tout de même très enfantin. Mais c'est quand même super bien fait, et ça passe comme un balai dans tes fesses. Que dire de plus? Et à la suite, j'ai fait regarder un truc un peu plus barbare quand même, donc on est toujours au cinéma. 300, la naissance d'un empire de pas Zack Snyder, donc c'est pas Zack Snyder, mais il essaye d'être Zack Snyder, justement. Noyé dans les fonds verts, les images de synthèse et les règles d'Eva Green, ce 302 convainc le spectateur par une action badass et sa barbarie assumée, parce qu'il y a beaucoup de sang quand même, mais le laisse de marbre face au surplus d'hémoglobine très mal faite, coulant à flot, son manque total d'implication émotionnelle dans cette histoire, et sa construction mal structurée qui enchaîne les scènes d'action plutôt bien orchestrées et démesurées avec de la parlotte un brin ennuyeuse. Mais une scène de sexe comprenant Eva Green se faisant sodomiser, ça rattrape évidemment tout le film, voilà, 10 sur 10. Scary Movie 1 des frères Wayans, sorti je sais pas quand. L'humour n'a absolument aucune subtilité, donc fan de caca, de sperme et de fellation, bonsoir, vous êtes déjà là de toute façon. Mais le film est en soi bien fait dans la parodie régressive et surtout fait beaucoup rire avec une connerie assumée de tous les instants. Certains gags sont quand même un peu trop dégueulasses ou tombent à plat, mais c'est une comédie bien branlée. Après, pour ce qui est des suites et du phénomène que ça a engendré, c'est un peu moins glorieux, on va dire. Est-ce que vous avez vu juste la bande-annonce de Scary Movie 5 ? Et je pense que la seule intention des réalisateurs, c'est de prendre des films de l'année, et les mettre dans des gags dégueulasses, totalement débiles et pas drôles au final. Allez, on passe à Martyrs, un petit film d'horreur français de Pascal Laugier, sorti en 2008. La première heure est passable, les 2 actrices, en plus d'être assez sexy, sont acceptables, mais la dernière demi-heure est insupportable et consiste en une longue torture sans intérêt avec une fin qui a peut-être un sens aussi profond que ton anus, mais qui ne fait que révéler à quel point le film est une sacrée perte de temps. Et c'est bien dommage. La violence, l'atrocité, la cruauté et l'audace insoutenable du film de Pascal Laugier auraient pu le démarquer de la scène horrifique française, mais au final la relative maladresse de son script et l'opportunisme malsain de son propos finissent par le mener aux frontières du risible. Blue Jasmine de Woody Allen, parce que je regarde aussi du Woody Allen de temps en temps, sorti en 2013, film très admirable et très réussi aussi, notamment grâce à son casting impeccable et surtout grâce à son actrice principale, Cate Blanchett, qui voilà un rôle aussi incongru pour son image, parce que ouais, c'est une névrosée, alcoolique, dépressive, veineuse, hautaine, folle, qui passe, mais aussi surtout impressionnante par la réussite totale de sa performance qui a bien mérité l'Oscar. Pour le reste, le long métrage se regarde et garde l'intérêt du spectateur dans cette incessante descente aux enfers d'un personnage pour qui la superficialité, c'est un mot très dur à dire, c'est un mot de merde, est une règle de vie et qui voit sa vie et sa propre santé mentale s'écrouler en même temps. Mon premier Woody Allen, et sûrement pas mon dernier vu que le mec en est à son 50e film et qu'il en fait 7 par an. Enfin il en fait pas 7 par an mais c'est un fou ce mec. Il a même baisé sa fille adoptive. Assaut de John Carpenter, sorti une année dans l'espace-temps. Un des tout premiers films du génie Carpenter, parce que c'est un génie lui, et un thriller très réussi et rempli de tension, qui malgré une fin trop précipitée, encore une fois, arrive à maintenir le spectateur en éveil dans l'oppression. Cette phrase n'a vraiment pas de sens, mais on peut aussi noter quelques audaces remarquables qui ont gonflé le statut d'œuvre fauchée mais culte du métrage. Comme une scène surprenante et sèche où l'on assiste à la froide exécution d'une petite fillette blonde. Il ne manque plus qu'un viol sur le cadavre fraîchement tué et c'est le film parfait. Mais oui, Aliens, le retour de James Cameron, sorti une année encore. Et c'est mon 2e revisionnage. Oui, on peut dire que ce 2e volet de la mythique saga Alien est bien moins angoissant et tourné vers l'angoisse, c'est la même chose en fait, que le premier, mais très franchement, on s'en fout. Parce que non seulement on a droit à plus d'1 heure d'introduction avant même de voir la silhouette dans l'alien, ainsi qu'un toujours très gros travail sur une atmosphère organique et oppressante, mais surtout on a droit à l'un des meilleurs films d'action SF des années 80-90 par un réalisateur talentueux dans le divertissement haute qualité et qui fera plus tard LE meilleur film d'action SF de l'histoire avec Terminator 2.
Une héroïne charismatique et combative, un scénario très bien mené, des effets spéciaux faits main, ingénieux et qui ont un peu vieilli. Tout est bien fait, soigné et culte sur l'un des piliers fondateurs de la plus respectueuse des sagas de science-fiction. Même si j'ai un faible personnel pour le 3e épisode, le mal-aimé est tabassé dans son coin. Le pauvre. Au cinéma. Dans l'ombre de Marie de John Clee Hancock. Sorti en 2014. Sans être inoubliable, Dans l'ombre de Marie est une retranscription appréciable et divertissante, évidemment, des prémices compliquées du classique de Disney Mary Poppins et de la bataille que Walt a livrée pour obtenir les droits d'adaptation de son auteur, allergique à la niaiserie, entre guillemets, de Disney. Mais bref, les deux acteurs principaux, surtout Emma Thompson, sont excellents. Il y a aussi Tom Hanks, voilà, c'est un acteur assez inconnu, voilà. Mais je pense que ce serait bien que vous le connaissiez. Il n'a pas fait beaucoup de films, il n'a pas joué dans beaucoup. Le film est malgré une narration assez naturelle, très propre sur lui, ce qui fait qu'il provoque de belles émotions avec tous ses bons sentiments. Mais en contrepartie n'offre pas vraiment de moments de bravoure ni d'intensité sexuelle. Pourquoi j'ai rajouté ce mot à la fin de la critique, je n'en ai aucune idée. Mélancolia de Lars von Trier, le fameux Lars von Trier, que j'aime prononcer avec l'accent de Arnold Schwarzenegger. Œuvre très intéressante et finalement assez bouleversante de Lars von Trier. Mélancolia est une fable sur la fin du monde qui, au lieu de montrer les morts et les explosions, parce qu'on voit les dégâts qu'aux 3 dernières secondes, un truc comme ça, choisit avant tout de montrer la tristesse, la beauté et la mélancolie justement des derniers instants avant la fin de la Terre, séparés en 2 chapitres qui nous montrent l'étendue du talent de Lars von Trier quand il s'agit de filmer de belles et déprimantes choses, et surtout dans la direction d'artiste. Et surtout dans la direction d'artiste, mais non, c'est actrice, connard. Et surtout dans la direction d'actrice Charlotte Gainsbourg et Kirsten, c'est pas Kristen, c'est Kirsten. Kirsten Dunst étant ici particulièrement impressionnante dans des rôles complexes mais fascinants. Bref, c'est un très bon film qui fera même l'affaire pour les âmes sensibles, Von Trier ayant décidé de laisser de côté pour une fois ses folies provocatrices, les castrations, excisions et suicides d'enfants de 5 ans d'Antichrist. Voilà. Alors, Antichrist, je vous le conseille pas vraiment d'ailleurs. Et on passe à Ichi the Killer, le fameux de Takashi Miike, sorti en 2001. Ultra trash, ultra gore, transgressif, accumulant des tortures insoutenables, les viols, les meurtres sanglants et le sadomasochisme, Ichi the Killer est dans le pur style de Miike, qui n'a pas l'habitude de ménager son spectateur. Mais s'il va en effet parfois trop loin, le film est assez étonnamment un film de Yakuza assez jouissif, car rempli d'humour noir avec ses horribles anti-héros, et jubilatoire par le surréalisme constant de l'univers manga du réalisateur, qui parvient à alléger les passages les plus insoutenables. Parce que couper les tétons, le pénis de sa propre langue, c'est vraiment pas sympa du tout. Alors là aussi, je vous en ai montré des images au début de la vidéo, et il faut croire que à un moment, j'avais essayé de faire un underground movies là-dessus, mais déjà que j'ai une réputation de connard sadomaso, parce que Ichi the Killer c'est quand même dans un niveau assez élevé, on va dire. Je sais qu'il y a des films hongkongais, je sais pas, où ils violent des handicapés, où c'est bien pire, mais c'est quand même... c'est là. Au cinéma, Her de Spike Jonze. Spike Jonze, je sais pas, 2014. Jones a décidément un univers très attachant et qu'il s'est exploité de mieux en mieux pour nous offrir des films comme Her, romance SF casse-gueule entre un Joaquin Phoenix impressionnant et moustachu, et la conscience virtuelle qui se cache sous la voix pleine de charme de Scarlett Johansson. Ce qui pouvait devenir ainsi un exercice ridicule se transforme donc ici en un film assez émouvant, bien que trop long, et où tout est bien dosé, bien écrit, à part la longueur, bien interprété et bien dit, dont on est absorbé par les dialogues entre les deux tourtereaux, entre gros guillemets, gros, comme... Je n'irai pas jusqu'au chef-d'œuvre parce que c'est pas non plus un film marquant, mais c'est un film qui m'a fait du bien par où ça passe, c'est-à-dire par les aisselles, et c'est-à-dire par l'anus. Et c'est une référence au film. Pour ceux qui l'ont vu, le film Prisoners de Denis Villeneuve, un réalisateur canadien, je ne sais pas s'il est québécois, mais voilà. Sorti en 2013, et c'est mon deuxième visionnage. Ce qui était déjà l'un de mes coups de cœur 2013 s'affirme après une deuxième vision comme étant un thriller très impressionnant et puissant, dont les acteurs bouleversent, surtout Hugh Jackman quand même, et dont les zones d'ombre de l'histoire s'éclaircissent pour révéler la réussite incroyable de l'intrigue, foisonnante et captivante, avec aucun ventre mou dans les péripéties pendant plus de 2h30, ce qui est très bien. Monsieur
Tati. Ajoutez à cela la réalisation impeccable et la photographie digne de se masturber dessus, ce que je fais tous les jours, et vous avez un petit choc qui, malgré quelques défauts narratifs, emporte le spectateur dans l'obscurité de cette histoire de kidnapping d'enfants et de torture. Une histoire chaleureuse et bon enfant. Non, il y a trop de trucs. Putain. Oh. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie de cette vidéo. Sinon ça va durer 1 heure, donc ça sera un peu chiant pour vous. Donc on va s'arrêter à mars, ça fait déjà 44 films, donc je pense que c'est assez. Il y a déjà des films que je vous conseille, comme L'Armée des 12 singes, évidemment, comme Laurence Anyways, comme Mud, sur les rives du Mississippi, qui est un fleuve. Mais bref, peut-être qu'on se retrouvera un jour ou l'autre pour une deuxième partie, si ça vous intéresse. Mais 50 abonnés. Donc en attendant, je pense que si je continue ces vidéos, je pourrais proposer au moins un rythme régulier de vidéos. En plus c'est des vidéos assez faciles à faire, j'ai juste à lire des trucs et improviser un peu, comme ça c'est un peu plus drôle. Et aussi dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. C'est déjà mieux que les films en vrac, parce que les films en vrac je commençais déjà à me barrer en couille partout. Là je me barre un peu en couille mais un peu moins, je parle seulement de films, donc c'est cool. Bon, il est quand même temps de vous dire au revoir, donc pour rattraper tout, joyeuses années, joyeuse Pâques et joyeuse vie avec votre compagnon homosexuel. What is it? What's wrong, sister?